Salut, on va parler de la Nouvelle-Calédonie à Niue. On va prendre une émission, un débat. Je sais pas. On va mettre celle du week-end, qu'on est samedi. Tac. Voilà. Hop, parce que je cherche la première. La première. D'accord. On va mettre le 3. On va mettre celui-là. Et après, on va mettre une autre. Ça veut dire la dernière. Quelle sortie de crise pour la Nouvelle-Calédonie? Alors, de retour sur le plateau de BFM Story, quelle sortie de crise pour la Nouvelle-Calédonie? Alors, les nouvelles de cette dernière 24 heures sont plutôt rassurantes. La situation est plus calme, plus apaisée, mais il y a encore des zones extrêmement tendues, hors de contrôle. C'est ce que dit le haut-commissaire. Il y a 3 zones qui sont des zones où il y a plusieurs centaines d'émeutiers qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le contact avec les forces de l'ordre pour maintenir leur position et j'allais dire leurs exactions. Il est impératif que ces actions les plus graves cessent. On s'y emploie, c'est lancé, ces renforts sont en cours. Comme je vous l'ai dit, ces renforts vont arriver massivement, immédiatement. On se charge de les accueillir, de les déployer pour contrôler les zones qui nous ont échappé ces jours derniers, dont le contrôle n'est plus assuré, donc pour reconquérir tous les espaces de l'agglomération que nous avons perdus et qu'il nous appartient de reprendre le plus rapidement possible dans l'intérêt général de la population de l'agglomération de la Nouvelle-Calédonie, l'agglomération du Grand Nouméa. Patrick Aram nous a rejoint. Bonjour, vous êtes ancien président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et vice-président de la région Île-de-France. Bonsoir William Martinet, député LFI des Yvelines. Thierry Arnaud nous a également rejoint. Bonsoir Thierry, et Julie est toujours avec nous. D'abord Thierry, parmi les points chauds, il y a l'aéroport de Nouméa-Magenta où L'armée a été déployée en soutien aux forces de l'ordre face aux émeutiers. Qu'est-ce que ça veut dire en soutien? Ça veut dire que désormais, l'armée qui était chargée de sécuriser les lieux stratégiques, ports et aéroports, désormais, elle participe aux opérations de maintien de l'ordre? Alors, ça veut dire qu'elle est plus activement impliquée dans ce rôle que vous venez de décrire. Il y a à peu près 1700 représentants des forces de l'ordre, policiers et gendarmes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et il y a 1650 militaires qui étaient déjà sur place. Il y a une base aérienne, il y a une base navale, il y a des unités de l'armée de terre, qui constituent ensemble ce qu'on appelle les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Donc elles ont été mobilisées. Pourquoi? Précisément, comme vous venez de le dire, pour aller sécuriser ces lieux stratégiques. Ces militaires aujourd'hui sont déployés à l'aéroport de Magenta. L'aéroport de Magenta, c'est le plus proche du centre de Nouméa. C'est essentiellement des vols locaux entre les différentes îles de l'archipel et ce qu'il y a de plus proche. Il y a l'aéroport de la Tontouta, qui est à peu près à 45 minutes du centre de Nouméa et qui est l'aéroport international. Et il y a le port autonome de Nouméa. Donc dans ces 3 lieux stratégiques, parce que ce sont les points d'accès, donc les points d'acheminement de tout ce qui peut rentrer dans l'archipel, les vivres, les moyens médicaux, etc., on a mis des militaires pour que ces lieux soient sécurisés. Ils ne sont pas dans un rôle de maintien de l'ordre. Leur objectif, ça n'est pas leur rôle, ce n'est pas du tout d'aller dans les quartiers que vient de décrire le haut-commissaire. De l'ordre, qu'est-ce que oui, ça veut dire que dans la mesure où ils soutiennent, dans la mesure où ils sécurisent les aéroports et le port, c'est une mission que les forces de l'ordre n'ont pas à accomplir et elles peuvent se consacrer au reste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vocation à aller au contact avec les émeutiers. Mais alors là, ce que disait le haut-commissaire, c'est justement ces émeutiers, ils ont une volonté d'aller au contact des forces de l'ordre. Donc si les militaires sont en soutien des forces de l'ordre, potentiellement, ils peuvent être amenés à intervenir. Oui, alors en situation de légitime défense, oui. Encore une fois, ils sécurisent ces lieux stratégiques. Si les émeutiers viennent au contact, s'ils agressent les militaires répondront. S'ils sont en situation de légitime défense, ils ont droit de répliquer et ils le feront parce que leur mission, c'est de garantir la sécurité de ces infrastructures stratégiques. Donc il y a un risque dans le déploiement de l'armée. Il y a un risque dans l'hypothèse où effectivement les émeutiers décideraient d'aller au contact et d'aller agresser les militaires français.
déployés sur ces lieux stratégiques. Je peux juste dire un mot. En fait, ils sont là pour sécuriser l'aéroport et le port. Et en réalité, les émeutiers, si jamais ils devaient le faire, mais ils le feraient pas, ils ne le feront pas. C'est pas leur territoire. Ils n'iront pas attaquer l'aéroport. Parce que s'ils le font, c'est stratégique. Ça veut dire qu'ils veulent empêcher que les renforts arrivent. Ils veulent vraiment bloquer. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe en ce moment sur l'aéroport de Nouméa à Magenta, puisqu'il est pris pour cible par des émeutiers. Bien sûr, mais ils veulent empêcher qu'en fait, les renforts puissent atterrir, puissent venir renforcer les troupes. Mais ils auraient dû le faire avant. S'ils l'avaient fait les premiers jours, le premier jour avant l'état d'urgence, là, ça aurait été très compliqué pour nous. Si c'était installé à l'aéroport, dans le port, là, c'était terminé. C'est vrai que ça, reconquérir le terrain aurait nécessité beaucoup plus, peut-être beaucoup plus d'effusion de sang. Là, c'est plus facile de défendre un site que de faire sortir des émeutiers de ce site-là. Thierry, vous évoquiez tout à l'heure les renforts. Il y a 1000 personnels de sécurité intérieure qui ont été embarqués à bord d'un avion de transport depuis la base de l'armée d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, direction plusieurs avions, il y a 3 vols Nouméa, en cours d'acheminement. Plusieurs avions. Oui. Ça va mettre plusieurs heures, forcément, de fait. Plus de 24 heures, oui. Et combien de temps ça va mettre, le temps que ces effectifs se déploient, que le matériel puisse aussi être opérationnel? Alors ça va être très rapide. À partir du moment où ils vont toucher le sol néo-calédonien, ils vont être en situation de se déployer rapidement, dans des conditions difficiles, parce que ils viendront de faire un long trajet, et donc évidemment ils seront un peu fatigués, mais en même temps c'est du personnel entraîné à ce genre de mission, et donc ils seront capables de se déployer très rapidement en l'espace de quelques heures. Patrick Karam, quel regard vous portez sur l'évolution de la situation sur ces dernières heures? Donc effectivement, à la fois on nous dit la situation est plus calme, apaisée, mais il y a encore des quartiers hors de contrôle. On est en train de rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie? Une explication de texte. Aujourd'hui, vous avez tous les chefs coutumiers, tous les partis politiques indépendantistes comme loyalistes qui demandent un cessez-le-feu, qui demande le calme, le retour au calme et l'arrêt des pillages. Et ça, c'est depuis le début. Depuis le début, les émeutiers ont été appelés au calme par leur chef coutumier. Ouais, alors visiblement, les émeutiers ne sont pas tous sous les yeux de la société, et beaucoup ça échappe aussi aux indépendantistes. Alors justement, ça a marché dans les provinces, la province nord et dans les îles, ça a marché. Ça veut dire qu'on s'aperçoit que les chefs coutumiers ont encore du poids. Ça n'a pas marché à Nouméa. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une vague de personnes, des parents, des grands-parents, qui se sont installés dans les quartiers de Nouméa pour chercher du travail. Et il y a eu des logements sociaux construits à cette époque-là de manière très massive. Les jeunes générations, de première, deuxième génération, se sont installées là, et c'est eux aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens de ce qu'est la tribu, le clan, qui ne respectent plus les coutumes. Ce sont eux aujourd'hui qui se sont affranchis de la tutelle des clans. Ça veut dire qu'en fait, la société kanak a implosé à Nouméa. C'est l'échec aussi de la société kanak et du rôle traditionnel du chef. Vous dites les responsables des deux camps appellent au calme. Il n'empêche, à l'heure actuelle, ils ne veulent pas dialoguer ensemble, puisqu'il y a cette fameuse visioconférence qui était prévue hier par Emmanuel Macron. Les élus ont dit non, nous on ne veut pas échanger les uns avec les autres. Donc le dialogue, c'est encore pour demain. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait une mission sur place, avec des personnalités qui ont fait preuve dans le passé de leur neutralité, ou plutôt de regard équilibré. Le président du Sénat, il dialogue régulièrement avec les indépendantistes. Il y a quelques autres hauts fonctionnaires qui ont joué un rôle extrêmement important. Donc le président du Sénat sera un médiateur acceptable pour les indépendantistes? En tout cas, pour les indépendantistes, oui. Je peux vous dire qu'il joue un rôle de diplomatie, entre guillemets diplomatie, on est entre Français, mais il peut jouer un rôle extrêmement important, mais il n'est pas le seul. Vous avez des hommes qui ont joué un rôle très important dans le rétablissement du dialogue, déjà à l'époque, entre le camp indépendantiste et le camp dit loyaliste. Et ces hommes-là, il faut de nouveau les mettre en scène. Je peux juste vous dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là? Juste cette explication de texte. Jusqu'au référendum de l'indépendance, pour ou contre donc l'indépendance, tout s'est bien passé. Il y avait une sorte de position de l'État équilibrée entre les uns et les autres. Et après, il y a eu une mauvaise interprétation du résultat. Et ce qui s'est passé, c'est que les indépendantistes il y a eu un malentendu. Ils ont eu l'impression, mais de ne plus être écoutés. On a nommé une ministre loyaliste au gouvernement, et les deux rapporteurs, aussi bien celui de la loi organique que celui de la loi constitutionnelle, eh bien, ils sont pro-loyalistes. Alors, ils ont considéré que le gouvernement avait manqué
de ce qu'ils faisaient toujours d'habitude, une sorte de devoir de neutralité. C'est pas tout à fait vrai. Vous parliez, je rebondis juste parce que tout à l'heure vous parliez des accords de Matignon et c'est important effectivement de se replonger dans le passé. On a retrouvé cette image le 26 juin 88. On est 50 jours, faut le préciser quand même, 50 jours après l'assaut la grotte d'Ouvéa qui avait été un bain de sang. L'armée justement avait été envoyée, ça avait été un bain de sang. 19 indépendantistes et 2 militaires avaient perdu la vie et 50 jours plus tard, on a le leader indépendantiste, Jean-Marie Tjibaou, le chef de file des indépendantistes, des anti-indépendantistes, Jacques Lafleur, qui se serre la main. Ils s'étaient pas parlé depuis 15 ans, donc c'est possible même après une situation d'extrême violence où c'était encore bien pire, ces vagues de violence dans les années 80. Vous aviez projet, mais c'est ce que j'allais dire. À l'époque, vous aviez des interlocuteurs. Aujourd'hui, qui sont les interlocuteurs avec qui on discute? Oui, c'est pour ça qu'il faut aller effectivement rechercher des personnalités qui étaient présentes à la fin des années 80, des années 90, accepter de remettre tous les sujets sur la table, y compris celui de la loi. Et vous parliez du référendum, mais il faut oublier que le référendum, c'était le dernier d'une série de 3 référendums. Et à la différence des 2 premiers, qui avait vu un taux de participation de 80-90%. Celui-là, qui s'était tenu juste après la sortie de l'épidémie de Covid, avait une participation de 45%. Donc déjà, avec ce référendum, on avait créé des conditions de... Non, les Kanaks avaient décidé de boycotter ce référendum. Oui. Parce qu'ils avaient prétexté... Pourquoi c'est un prétexte. Ils devaient enterrer ils ont dit qu'ils devaient enterrer C'est bien la preuve qu'il y avait déjà un problème. Ils devaient enterrer leur mort, etc. Moi, je vais vous dire la vérité. Quand on regarde le terrain, aujourd'hui, alors qu'en 2000, première élection où les Kanaks peuvent voter concrètement, 1957, ils sont majoritaires sur leur territoire. Aujourd'hui, ils sont minoritaires. Ils sont moins de 40%. Le camp indépendantiste, c'est moins de 40%. Le camp pro-rattachement à la France, tout compris, les métropolitains également, 60%. Si jamais il devait y avoir un référendum qui devait décider avec dans les conditions où ça devait se passer, d'un élargissement, regardez ce qui peut se passer, c'est que vous auriez de facto une scission entre un camp loyaliste qui va prendre la province du Sud, la plus riche, et les autres qui vont s'installer en province du Nord et en province dans les îles. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile. William Martinet, comment on sort de la crise? Comment on évite cette guerre civile? Est-ce qu'il faut repasser par un nouveau référendum, sachant que le dernier avait été boycotté par les indépendantistes qui avaient considéré qu'il n'était pas légitime? Est-ce que vous souhaitez retirer ce texte en question, favoriser le dialogue pour essayer de trouver un accord global? Alors d'abord, permettez-moi d'exprimer ma solidarité à destination des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ils souffrent de ces violences, ils sont endeuillés, vous l'avez évoqué, des gendarmes sont morts, des jeunes Kanaks ont également été tués. Et moi, je suis très inquiet par la situation, très inquiet par ce cycle infernal de la répression et de la violence. Et je vous le dis très clairement, je considère que l'État et Emmanuel Macron en particulier ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Emmanuel Macron, depuis quelques années, a décidé de sortir de ce qu'a été la position de l'État depuis les accords de Matignon, depuis les accords de Nouméa, c'est-à-dire une position d'impartialité et de neutralité. Emmanuel Macron a choisi de prendre fait et cause pour le camp loyaliste. Ça s'est traduit de plusieurs façons sur l'organisation du dernier référendum, où, alors que les indépendantistes demandaient à ce qu'il soit reculé de 6 mois à cause du Covid, à cause de l'organisation du deuil des familles concernées, eh bien Emmanuel Macron a refusé de reculer ce référendum. Et là, aujourd'hui, ce qui a mis le feu aux poudres, je crois que tout le monde l'a compris, c'est ce projet de loi constitutionnelle qui modifie le corps électoral. Pour élargir le scrutin électoral et permettre aux nouveaux arrivants, après 98, tout le monde avait prévenu Emmanuel Macron en disant « si vous faites ça, ça va finir par exploser ». Parce que là, on s'intéresse au sujet. Les médias parlent de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a effectivement ces émeutes. Mais vous savez que ces derniers mois, il y avait des manifestations pacifiques. Oui, mais ceux que Gérald Darmanin traite aujourd'hui de terroristes, comme je viens de le voir, c'est ceux qui organisaient des mobilisations massives avec des dizaines de milliers de personnes en Nouvelle-Calédonie pour dire il faut reprendre le dialogue. Qu'est-ce que vous dites à ces 25 000 personnes qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie? Ce que je dis, c'est qu'il y a une chose que certains semblent oublier. C'est un processus de décolonisation qui existe en Nouvelle-Calédonie, dont on ne sait pas quel sera le résultat. Décoloniser, ça peut vouloir dire l'indépendance, comme ça peut vouloir dire aussi décider une intégration pleine et entière dans la France. Mais dans ce processus de décolonisation, où il y a 2 légitimités,
celle d'un peuple premier autochtone kanak et celle des Européens qui sont arrivés, les colons et descendants de colons. Si on veut trouver un compromis entre ces deux légitimités, si on veut trouver du consensus, le gel du corps électoral, ça a été ce point qui a permis de faire ce consensus depuis 1988. Donc que tout le monde comprenne bien que quand Macron dit on remet en cause ce gel du collège électoral, il casse le consensus qui a permis la paix civile et l'avancée de ce processus de décolonisation depuis des années. Vous avez dit qu'ils sont les interlocuteurs. Je pense qu'il faut aussi qualifier correctement les revendications. Et ce qu'on appelle indépendantiste, finalement, quand on creuse un peu, on a l'impression qu'il s'agit plutôt d'identitaires. Parce que cette modification du corps électoral, elle aboutissait à réintégrer dans une citoyenneté calédonienne entière tout un ensemble de gens qui sont là depuis 98, c'est pas avant-hier, qui ont fait leurs preuves, qui participent à la vie économique de l'archipel, qui payent leurs impôts, qui élèvent leurs enfants, et qui, à un moment donné, ont dit ça n'est pas normal que les conditions d'acquisition de la citoyenneté calédonienne soient à ce point drastiques et soient en fait basées quasiment sur des critères ethniques, sur le droit du sang plutôt que sur le droit du sol et sur le mérite, et ça va à l'encontre de tous nos principes républicains. Donc on peut aussi dire que le sujet n'est pas loyaliste versus indépendantiste, le sujet est identitaire, qui veulent rester sur des critères ethniques, versus des gens qui veulent que la société derrière un sentiment de discrimination, qui veulent que la société soit métissée, soit créolisée, et que mais moi j'ai pas fini. Et que quand on travaille, quand on vit dans un archipel plus longtemps, l'émigration c'est l'histoire de l'humanité. On vient, on s'installe, on repart, on revient éventuellement. Si on l'accepte en France, en territoire européen, ça me paraît évident. Pourquoi en priverait-on les gens de Nouvelle-Calédonie? Il y a une contradiction patente. Alors il y a des... On va écouter Patrick Carrab et ensuite je vous donne la parole. Je vous donne la parole juste après. Justement, vous avez dit qu'en fait, le corps électoral était gelé depuis 98, c'est faux. En 98, qu'est-ce qui avait été prévu? 10 ans de gel pour le corps électoral. Ça veut dire que vous auriez pu voter quand vous êtes là depuis plus de 10 ans. C'est Chirac, en 2007, 2 mois avant son départ, qui fait modifier la Constitution pour geler le corps électoral. Et il le fait parce que Lafleur a soutenu Balladur. C'était juste une question de cuisine politicienne. Mais il le fait pour maintenir la cohésion aussi sur place, non? Il le fait, à l'époque, les Kanaks et les Caldoches avaient accepté ce principe de gel de 10 ans. Qu'a fait Darmanin? Il obtient l'accord. C'est pour ça, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi, et surtout pas LFI qui met le feu en France aujourd'hui. Darmanin, il a obtenu l'accord des Kanaks et des Caldoches pour que le corps électoral puisse évoluer. Il l'a obtenu. Ce qui a posé problème, c'est la durée du gel. Ce que lui a fait, parce qu'il n'a pas avancé. Les indépendantistes n'étaient pas d'accord pour cette évolution du corps électoral. Le projet de loi constitutionnelle qu'on nous a demandé de voter ne fait pas consensus. Je peux finir. Renseignez-vous. Ce qui a posé problème, c'est les 10 années. Les indépendantistes voulaient prolonger le temps de résidence sur le territoire suffisamment loin pour ceux qui arrivaient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est arrivé depuis plus de 10 ans peut voter. Les indépendantistes voulaient aller plus loin que 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Mais eux, ils avaient compris, ils avaient accepté le fait qu'on puisse intégrer dans le corps électoral. C'est la durée de 10 ans qui pose problème. C'est la durée qui a posé problème. Mais c'est les 10 ans qui sont inscrits dans cette projet de loi. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le choix. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ont considéré que ce gel était des considérations transitoires et qu'il fallait en sortir. Et là, il faut en sortir. Ce qui a manqué, c'est finalement une dernière négociation entre indépendantistes et loyalistes. Et pourquoi il a choisi 10 ans? Donc c'est la méthode qui a posé problème? Alors, il est allé quand même 7 fois là-bas. Il a essayé de faire jouer la négociation. Il n'est pas arrivé comme ça, en tirant au bazooka, comme monsieur semble le dire. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est les derniers rounds de négociation. Et juste un mot dessus. Là, madame, vous avez totalement raison. Vous avez des gens qui sont là, qui ont fait des enfants, qui ont fait souche, qui développent le pays. Dites-leur qu'ils n'ont pas le droit de voter, comme le fait aujourd'hui LFI. Qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement, William Martinet. La Nouvelle-Calédonie. Vous demandez si le vote des étrangers. Vous demandez si le vote des étrangers. Vous demandez le vote des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Je réponds, maintenant c'est à mon tour de parler, monsieur. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qu'il faut décoloniser. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est l'ONU. C'est une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui dit que la Nouvelle-Calédonie fait partie des 17 territoires dans le monde qui restent à coloniser. Parce que ça fait quasiment 2 siècles que ce territoire était une colonie. Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la suppression du code de l'indigénat, un Kanak, c'était un sujet colonial.
coloniale. Ces gens-là, ils ont été dans l'histoire massacrés, ils ont été parqués dans des réserves, ils ont été exposés dans des zones. Donc à un moment, mais les Calédoniens ont dit 3 fois non à l'indépendance. Je disais tout à l'heure, laissez-moi finir, je disais tout à l'heure, il y a deux légitimités. Il y a celle de ce peuple premier. Il y a une autre légitimité, et là je rejoins en partie ce que vous dites, monsieur. Les gens qui sont les descendants des colons, ils sont pas responsables des crimes qu'ont fait les colons, qui sont leurs ancêtres. Eux aussi, ils ont une légitimité. C'est pour ça qu'il faut absolument que ces deux peuples, ils arrivent à se parler, ils arrivent à construire une citoyenneté en Nouvelle-Calédonie. Mais pour avoir ce destin commun, il faut que les gens dialoguent et il faut que l'État joue son rôle d'organiser le dialogue. Et ce n'est pas ce qu'il fait avec cette réforme constitutionnelle, parce que cette évolution du corps électoral dont on comprend bien le mécanisme, c'est de rendre très minoritaires les Kanaks au sein de la Nouvelle-Calédonie et de les empêcher d'avoir prise sur l'avenir du territoire. Cette réforme constitutionnelle, elle a cassé cet équilibre et c'est ça qui a mis le feu au bout. Vous entendez la musique du générique, je sais qu'il y a encore énormément de choses et le débat de toute façon ne va pas se refermer demain. On aura l'occasion bien évidemment d'en reparler sur BFM TV. Merci beaucoup à tous les quatre. Et on va mettre une deuxième vidéo. Hop. Des images que je vous... Voilà. Et on va mettre une deuxième vidéo. Hop. Tac. On va à présent évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie. Quelle sortie de crise possible? Alors l'état d'urgence et les renforts qui ont visiblement porté leurs fruits puisque la situation est plus calme. Vous restez avec nous parce qu'on va à présent évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie, quelle sortie de crise possible. Alors l'état d'urgence et les renforts qui ont visiblement porté leurs fruits puisque la situation est plus calme, plus apaisée ces dernières heures. C'est en tout cas ce que dit le commissaire, même si certains quartiers restent hors de contrôle. Il y a 3 zones, qui sont des zones où il y a plusieurs centaines d'émeutiers qui n'attendent qu'une seule chose, c'est le contact avec les forces de l'ordre pour maintenir leur position et j'allais dire leurs exactions. Il est impératif que ces actions les plus graves cessent. On s'y emploie, c'est lancé, ces renforts sont en cours. Comme je vous l'ai dit, ces renforts vont arriver massivement, immédiatement. On se charge de les accueillir, de les déployer pour contrôler les zones qui nous ont échappé ces jours derniers, dont le contrôle n'est plus assuré, donc pour reconquérir tous les espaces de l'agglomération que nous avons perdus et qu'il nous appartient de reprendre le plus rapidement possible dans l'intérêt général de la population de l'agglomération de la Nouvelle-Calédonie, l'agglomération du Grand Nouméa. Thomas Soulier du service politique. Non, pas encore, police. BFM TV nous a rejoint, peut-être vous nous tenez au courant, c'est un changement. Bonsoir Thomas, bonsoir Général Pellis Randy, vous ça change pas, hein, consultant de défense pour BFM TV. On sera dans un instant en direct avec Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, rapporteur en 2015 de la mission d'information permanente sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord Thierry, revenons sur cette information cet après-midi. Parmi les points chauds, il y a l'aéroport de Nouméa-Magenta. L'armée, nous dit-on, a été déployée en soutien aux forces de l'ordre. Alors, initialement, l'armée était présente pour sécuriser les points stratégiques, donc les ports et aéroports. Quand on dit en soutien aux forces de l'ordre, ça veut dire que désormais, elle participe à des opérations de maintien de l'ordre ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'elle est désormais déployée autour des aéroports. Il faut savoir qu'il y avait de toute façon 1650 soldats français basés en Nouvelle-Calédonie qui font partie de ce qu'on appelle les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il y a des unités de l'armée de terre, des unités de la marine nationale et d'ailleurs 4 bâtiments de la marine et des moyens aériens, des moyens de l'armée de l'air aussi, des hélicoptères et des avions de transport. Donc ces militaires, ils avaient, j'allais dire, un avantage dans les circonstances très difficiles que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est qu'ils étaient déjà sur place. Donc on a choisi de leur assigner un rôle précis, c'est de les déployer effectivement autour de ces infrastructures critiques. L'aéroport de Magenta, c'est l'aéroport qui est tout proche du centre de Nouméa, qui est essentiellement l'aéroport local, qui dessert notamment les îles alentours et les destinations les plus proches. Il y a l'aéroport de la Tontouta, qui est à peu près à 45 minutes de Nouméa, qui est l'aéroport international. Et puis il y a le port autonome de Nouméa. Ce sont évidemment des infrastructures qui sont essentielles pour un archipel. Ce sont les 3 voies d'accès principales par lesquelles transitent tous les moyens dont la Nouvelle-Calédonie a besoin pour se nourrir, pour se soigner et donc pour vivre.
Et donc le rôle des militaires, c'était la mission qui leur a été confiée, c'est de sécuriser ces 3 infrastructures critiques. Général Pellistrandi, le haut-commissaire dit ces émeutiers, ils veulent aller au contact avec les forces de l'ordre. Mais quand on dit les militaires, ils sont en soutien des forces de l'ordre, ça veut dire que si les émeutiers attaquent, les militaires vont intervenir. Donc l'armée va intervenir et va basculer dans une opération de maintien de l'ordre. Non, c'est bien le rôle des forces de sécurité intérieure, c'est police, gendarmerie, qui sont au contact des manifestants. Comme le disait, l'a très bien dit Thierry, l'objectif des forces armées sur place, c'est de sécuriser ces infrastructures vitales pour l'ensemble de la population, avec un dispositif qui est dissuasif, mais si l'objectif, et c'est le rôle du préfet, enfin du haut représentant, c'est de coordonner justement l'effort de sécurité pour que les émeutiers ne parviennent pas jusqu'à l'aéroport. Enfin, c'est quand même très sensible. Vous avez, si je prends la configuration de l'aéroport, j'essaie d'imaginer la scène, vous avez des émeutiers qui veulent attaquer les forces de l'ordre, vous avez les forces de l'ordre qui font face à des émeutiers, et à côté de ça, vous avez des militaires. Oui, mais justement, l'intérêt de la réquisition des forces armées sur le territoire, c'est que ça permet justement de dégager des forces de police et de gendarmerie qui n'ont pas à garder l'aéroport. Le problème, il est là. C'est-à-dire que en temps normal, ces infrastructures, elles sont gardées par les forces de sécurité intérieure. Donc, ça permet de dégager ces unités de gendarmerie et de police qui, elles, vont être au contact des émeutiers. Et puis... Donc, elles seront en retrait. Les militaires sont en retrait. Et pourquoi les émeutiers ciblent l'aéroport, précisément? Parce que, pour empêcher, par exemple, l'arrivée des renforts de gendarmerie. C'est-à-dire que ou par exemple l'arrivée de ravitaillement. Imaginez qu'ils puissent pénétrer sur la piste et qu'ils mettent des camions par exemple sur la piste. Plus un seul avion ne peut se poser. Donc ça c'est vraiment un acte donc dans le cadre de l'état d'urgence qui est dirigé par le haut représentant. Et donc, le haut commissaire, ça permet en quelque sorte de sécuriser ces infrastructures qui sont absolument vitales. Par exemple, il y a des bateaux qui ont des containers avec des vivres. Il faut bien que ces bateaux puissent décharger ces containers pour que la nourriture, les médicaments soient distribués. Parce que la difficulté de la Nouvelle-Calédonie, c'est que tout vient soit par les airs, soit par les mers. Dans quelles circonstances ces militaires qui sont présents pour sécuriser à la fois les ports et à la fois les aéroports pourraient être amenés à intervenir pour avoir l'autorisation d'utiliser leurs armes? Uniquement en cas de légitime défense. C'est exactement le même scénario des patrouilles sentinelles que l'on voit à Paris, dans les grandes villes et qui patrouillent. C'est-à-dire que l'usage d'armes à feu par les forces armées ne se fait dans ce cadre-là qu'en cas de légitime défense. Je vous pose cette question parce que c'est un traumatisme, l'intervention de l'armée en Nouvelle-Calédonie. Parce que bien entendu. Ça se passe parce que la population sur place a bien évidemment en otage ce qui s'est passé dans la grotte d'Ouvéa en 88, cette prise d'otage sanglante, intervention de l'armée qui s'est terminée dans un bain de sang. Tout à fait, mais c'est la raison aussi pour laquelle donc les règles d'emploi sont extrêmement précises, et c'est la raison aussi pour laquelle les renforts qui ont été envoyés de métropole sont suffisamment équipés. Je pense notamment gendarmerie, ou par exemple au sein de la gendarmerie, les escadrons de gendarmerie mobile ou du GIGN, pour faire face à des émeutiers. Ce n'est pas le rôle donc des forces armées qui sont là uniquement en soutien donc des forces de sécurité intérieure. Bonjour Jean-Jacques Urvoas, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. La cohabitation a toujours été fragile entre indépendantistes et loyalistes. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose est en train de se rompre? J'en ai cette crainte, puisque les images que nous voyons, c'est des images qui nous rappellent, pour ceux qui avaient déjà vu cet élément, en 1984, 1985, accessoirement en 1988, mais 1988 c'était plus localisé. Et donc on croyait que le processus qui avait été inventé par Michel Rocard en 88, prolongé par Lionel Jospin en 98, aurait définitivement rangé ce type d'image angoissante dans le passé peu glorieux de la Nouvelle-Calédonie. Comment rétablir le dialogue et avec qui? C'est la question qui se pose une fois que l'ordre sera revenu. Je voudrais qu'on revoie cette image le 26 juin 88, les accords de Matignon négociés par Michel Rocard, le leader indépendantiste Jean-Michel Tiawaou, le chef de file des anti-indépendantistes Jacques Lefleur qui se serrent la main. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 15 ans. Je précise que cette photo, cette image, ces accords, c'est 50 jours après l'assaut de la grotte d'Ouvéa, où on le rappelle, le bilan de 19 indépendantistes et 2 militaires avait été tués. Donc c'est possible, sauf qu'à l'époque, Jean-Jacques Urvoas,
il y avait des leaders, il y avait deux figures avec lesquelles on pouvait parler, on pouvait échanger. Aujourd'hui, qui sont les interlocuteurs pour entamer ce dialogue? Écoutez, moi je veux être optimiste avec vous ce soir pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des institutions en Nouvelle-Calédonie qui sont particulières, mais il y a par exemple un gouvernement, il est présidé par un indépendantiste qui s'appelle Louis Mapou. La spécificité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il est composé autant de loyalistes que d'indépendantistes. Eh bien, en dépit de tout ce qui se passe depuis 5 jours, ils continuent à travailler ensemble. Il n'y a donc pas de rupture. On peut bâtir un dialogue. Le deuxième élément d'optimisme, je ne dis pas que la situation est facile, mais il faut essayer de voir justement les rayons de soleil dans les ténèbres qui nous assaillent depuis 5 jours. Le deuxième élément positif, c'est que toutes les organisations, des indépendantistes les plus déterminés aux loyalistes les plus farouches, tous disent être disponibles pour la discussion. Personne ne dit « je ne veux parler à personne ». Alors que par exemple en 1985, Éloi Machoro, qui était un chef de guerre du FLNKS, refusait de parler avec ses interlocuteurs potentiels, même de l'État. Aujourd'hui, personne ne dit « je suis fermé à un dialogue ». Il y a plusieurs anciens premiers ministres, Manuel Valls, Édouard Philippe, qui ont signé une tribune il y a quelques jours dans Le Monde en disant on est allé trop vite. On est allé trop vite avec ce projet de loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un questionnement autour de la méthode? Oui, on est allé trop vite, mais c'est fait. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment on fait pour en sortir. Et le premier geste, me semble-t-il, qui serait un geste symbolique, serait d'enlever la barrière du 1er juillet, cette espèce d'ultimatum que le président de la République a écrit dans sa lettre du 15 mai aux organisations calédoniennes, parce que c'est une manière de leur dire, si vous ne vous mettez pas d'accord, je ferai cette loi sans vous. C'est donc à nouveau une forme de précipitation, de violence symbolique qui leur est adressée. Si on enlève cette barrière, alors, évidemment, le dialogue sera plus facile. Regardez, hier, le président de la République voulait organiser une visioconférence avec les leaders Kanak et loyalistes. Les leaders Kanak ont dit qu'ils ne venaient pas pour une vidéoconférence. Comment imaginez-vous qu'ils refusent une visioconférence avec le président de la République et on imagine qu'ils vont venir en juin à Paris pour négocier? Évidemment pas. Donc, il faut enlever la barrière du 1er juillet, suspendre le texte, mais après tout, ça ne serait pas la première fois. Pour vous, il faut suspendre le texte? Mais oui, il faut suspendre le texte parce qu'on se rend bien compte que si on continue à avancer, pardonnez-moi, Jean-Jacques Urvoas, est-ce que pour vous, quelle est votre position? C'est la méthode, c'est le calendrier qui pose problème ou c'est le fond du texte? Parce que les indépendantistes disent que ce projet de loi, c'est une nouvelle forme de discrimination pour noyer leur vote. Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils ne disent pas tout à fait ça. Ils n'ont jamais été hostiles au dégel du corps électoral. Ils disaient simplement, y compris dans le texte qu'ils ont envoyé à Gérald Darmanin, qu'il a tronqué devant le Sénat, ils disent « Nous sommes prêts à discuter du dégel si c'est un élément parmi un accord global ». Or, le gouvernement a considéré que c'était le moyen et la fin. Il ne parle pas d'accord global. Il a d'abord fait ce texte qui ne porte que sur le dégel. Et c'est ça qui a braqué les indépendantistes. Si nous n'avons pas d'accord global, madame, nous aurons un chaos total en Nouvelle-Calédonie. Il faut donc tout faire pour l'accord global. Et ça commence par dire, prenez le temps nécessaire pour y arriver. Quand on dit accord global, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cet accord global? C'est pas uniquement des questions institutionnelles. Il faudra inévitablement que ce soit plus large. Il faut par exemple parler du nickel. L'usine du Nord, qui est une propriété Kanak de la province Nord, l'usine du Nord, c'est 2700 emplois. La fermeture de cette usine est annoncée pour l'été 2024. Et donc, il faut parler du nickel. Il n'y a jamais eu d'accord politique en Nouvelle-Calédonie qui n'ait pas été accompagné, précédé ou immédiatement suivi par un accord sur le nickel. Merci Jean-Jacques Urvoas pour votre intervention. Thomas Soulier, le gouvernement a dit voilà, nous si un accord global est trouvé, il prendra le pas sur ce texte qui a été voté par l'Assemblée nationale. Comment trouver cet accord global? Comment renouer le dialogue? Est-ce que la possibilité d'un médiateur, de l'intervention d'un médiateur ou d'un groupe de médiateurs est évoquée et qui pourrait incarner ce rôle? Il y a une rumeur depuis hier qu'en effet l'exécutif changerait d'avis et serait aujourd'hui un peu plus favorable à l'idée d'avoir un médiateur qu'il y a quelques jours à peine où Emmanuel Macron balayait ça d'un revers de main en coulisses. Il y a deux noms qui reviennent.
Ces deux personnes vont arriver à Matignon dans 8 minutes maintenant pour voir Gabriel Attal. C'est la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Les deux figures des deux institutions françaises. Voilà ce qu'on aimerait. Pour l'instant, la proposition n'a pas été faite, ni à l'une ni à l'autre, mais c'est la petite rumeur du moment. Mais toutefois, il y a deux espoirs aujourd'hui du côté d'Emmanuel Macron. Premièrement, on constate que ça va mieux, qu'il y a une sorte d'accalmie un petit peu. C'est encore très grave ce qui se passe. Il y a encore des captures de contrôle. Bien sûr, c'est un peu plus calme, un peu plus serein. On voit que l'état d'urgence a eu des conséquences sur la situation là-bas. La deuxième bonne nouvelle, enfin, s'il faut trouver des bonnes nouvelles dans cette chose-là, c'est que on voit que politiquement, ça commence à suivre un petit peu. Réunion à Matignon dans 8 minutes. Il y a eu Conseil de défense. On sent qu'il y a une sortie de crise qui est en route. Sauf que, vous avez posé la bonne question. Certes, ça va un petit peu mieux, mais pour déboucher sur quoi? Emmanuel Macron l'a dit. S'il n'y a pas d'accord, nouvel accord, et qu'il n'y a pas de nouvelle discussion, il mettra, au Congrès, ce texte qui est rejeté par les indépendantistes. Donc on voit qu'il y a une sorte de dialogue de sourds. Comme l'expliquait M. Orvoas, ils ne veulent pas, les indépendantistes, communiquer aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Vont-ils aller à Matignon comme l'a proposé Emmanuel Macron? Pour l'instant, on n'a pas la réponse du côté des Calédoniens. Si c'était le président du Sénat ou la présidente de l'Assemblée nationale qui endossait ce rôle de médiateur, est-ce que ce sont des figures qui seraient acceptables des deux parties, par les deux parties? Alors, peut-être, je parle sur le contrôle de Thomas, mais l'une plus que l'autre. Gérard Larcher connaît bien la Nouvelle-Calédonie, il y est allé fréquemment, il a eu de très nombreux contacts avec toutes les parties. Donc, s'il y avait à choisir entre les deux, et je ne sais pas si ce sera le cas, mais le président du Sénat semble un choix assez logique parce qu'il a l'historique en tête de ce dossier très complexe. Il a les relations avec les différentes parties, et je crois qu'il a cette position de relative neutralité qui est acceptable par les uns et par les autres. Acceptable par les indépendantistes et donc aussi. il a effectivement un profil assez... il coche beaucoup de cases, pour dire les choses comme ça. L'hypothèse de l'organisation d'un nouveau référendum qui a été évoquée notamment par Marine Le Pen, alors sur le temps long, mais c'est une petite musique qu'on entend... Dans 40 ans, dit-elle. Dans 40 ans, mais c'est une petite musique effectivement qu'on entend, ça c'est pas du tout sur la table. Non, pas du tout, surtout qu'il y a 3 référendums, dont un contesté, on sait, par les indépendantistes, et que l'exécutif considère que le travail a été fait. Il y a eu 3 référendums, avec chaque fois le même résultat, non à l'indépendance, et donc ils se disent que ce n'est pas le sujet du moment. Le vrai sujet, c'est le corps électoral, et qu'il faut trouver un moyen, parce que c'est une demande du Conseil d'État, de trouver un compromis sur ce sujet-là. La situation, alors c'est une question un peu délicate, mais c'est la question qui est soulevée. Est-ce que le gouvernement aurait pu mieux anticiper cette situation, sachant que ce projet de loi, c'était un casus belli pour le camp indépendantiste? Est-ce qu'il y a manqué d'anticipation dans la gestion de cette crise? C'est facile à dire a posteriori, je ne vais pas dire ils sont nuls, voilà. Mais gouverner, c'est prévoir. Voilà, mais il y a eu des erreurs, en tout cas, de timing, vous l'avez dit avec M. Urvoas, c'est clair qu'ils ont voulu aller trop vite. 2, ils ont nommé Sonia Backès, qui est une figure des loyalistes au gouvernement à Beauvau, et ça a crispé les indépendantistes. Ils ont nommé comme rapporteur du projet de loi au Parlement un député Renaissance qui est loyaliste encore une fois. Donc voilà, ils ont mis en avant en fonction des personnes qui étaient partiales. Et ça a crispé totalement l'autre camp, le camp des indépendantistes. Donc oui, en termes de nomination et en termes de timing, des erreurs ont été faites, et on voit aujourd'hui que le gouvernement en paie les frais, et la facture est assez élevée. Merci beaucoup à tous les trois. On évoque... Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.